Oui, j'avais. Alors, je vais éteindre celui-là. Ouais. Voilà. D'abord, je voudrais vraiment remercier infiniment la Société académique d'architecture de Lyon et votre président, Olivier Malapert, de m'accueillir ici, parce que je suis très, très touchée, c'est sincère, parce que je suis antiquisante, que je travaille à Saint-Romain depuis très longtemps, avec mon collègue Jean-Luc Prisset, qui me fait la gentillesse d'être là à mes côtés, qui était mon responsable de fouilles. Et nous sommes urbanistes, et nous adorons l'architecture antique. Donc voilà, c'est très symbolique et je suis très touchée d'être ce soir parmi vous. Donc je vous remercie. Donc je vais vous présenter effectivement le résultat de ma thèse que j'ai intitulée « Franchissement du fleuve à Vienne ». Donc je vais peut-être vous la faire passer comme ça. Et donc je suis d'autant plus touchée que ça représente 25-30 ans de travail en fait, assidu sur le site de Saint-Romain. Vous m'entendez ? Parfait. Voilà. On y va. Oui, ça je veux bien, oui. Ici ? Ok. Voilà. Donc je suis attachée de conservation du patrimoine, employée par le département du Rhône. J'ai travaillé durant 26 ans au sein de l'équipe archéologique territoriale qui se consacrait à la mise au jour, à l'étude, à la préservation du site gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, qui pour moi est une réserve de sens. Il s'agit du secteur nord-ouest de la rive droite de Vienna, capitale des Allobroges, située à l'extrême nord de la province de Narbonnaise, qui s'est développée de part et d'autre du fleuve Rhône. Alors, voilà. Saint-Romain se situe à 34 km de Lugdunum, capitale des Gaules, située en Gaule lyonnaise. Donc Vienna a bénéficié d'un emplacement exceptionnel. C'est en rive gauche, au sein d'un arc de colline, que dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, les premières traces d'occupation ont été observées. C'est de ce côté du fleuve, à l'intérieur d'une impressionnante enceinte, que les bâtiments administratifs majeurs et monuments de spectacle se sont ancrés pour façonner le cœur ancien de la ville. Le secteur extramuros de Saint-Romain-en-Galles, organisé le long d'un axe de franchissement majeur de la vallée du Rhône, débouchant en rive gauche au nord de la rivière Lagère, a quant à lui accueilli dès le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ de vastes domus, des bâtiments artisanaux, commerciaux, ainsi qu'un ensemble monumental de 8 hectares. Témoignage de l'expansion de la ville, cette phase de développement urbain qui a nécessité en rive droite l'apport de remblaiements considérables, a profondément transformé la partie centrale de la vallée, la marquant ainsi durablement pour l'avenir. Au sud de la commune de Saint-Romain-en-Galles, la commune de Sainte-Colombe a aussi livré de nombreux vestiges urbains, thermes, domus, entrepôts. On le sait d'autant plus avec les fouilles récentes, il y a 2-3 ans, des petits jardins, la petite Pompéi, donc, qui a livré un tas d'informations tout à fait inédites et récentes. Le Rhône constituait à l'époque antique le trait d'union de Vienna, qui était une duplex urbs, une ville double qui s'étendait sur les deux rives du fleuve. Il est devenu au fil du temps une limite administrative importante, prégnante. Le site archéologique, les communes de Saint-Romain-en-Galles et de Sainte-Colombe-les-Viennes dépendent aujourd'hui du département du Rhône. La commune de Vienne est quant à elle rattachée au département de l'Isère. L'équipe archéologique territoriale dont je fais partie, permanente de Saint-Romain-en-Galles, n'est jamais intervenue à l'extérieur de sa réserve archéologique, propriété du département du Rhône. Alors de 1981 à 2012, l'équipe permanente a œuvré pour la connaissance et la préservation du site de 4 hectares sur 4 hectares. Les édifices mis au jour révèlent le quartier antique tel qu'il se présentait au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils sont établis sur les vestiges de constructions successives qui, en surélevant le sol de 4 à 6 mètres au gré des transformations, ont contribué à créer un site d'une richesse rare dont je suis amoureuse depuis plus de 30 ans et qui permet de suivre l'évolution de ce secteur de la ville depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à son abandon. Reporté en grisé sur le fond cadastral actuel, le bâti antique présenté aujourd'hui au public, qui est le reflet des fouilles programmées et de l'ampleur des recherches, se révèle physiquement enserré de tous côtés par la ville du XXIe siècle.
La piscine de la communauté d'agglomération qui longe la route départementale qui mène à l'est au pont de l'Âtre de Tassigny interdit au sud le développement du site. Le lycée de Vienne bloque son extension vers l'ouest. Les limites parcellaires figées de la réserve gèlent son prolongement vers le nord. À l'est, le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles, composé de 2 bâtiments déployés en équerre ouverte en bordure du fleuve, et surtout au débouché du pont moderne, point de franchissement vital, souligne et protège les vestiges. Isolé au sud de la route départementale, un ensemble de murs conservés en élévation témoigne depuis l'Antiquité de l'existence de vastes thermes publics, le palais du Miroir. La portion du quartier restauré de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ qui s'offre aujourd'hui aux visiteurs se révèle pourtant particulièrement évocatrice, dense, empreinte de monumentalité. Ancré de part et d'autre de l'axe de circulation majeur antique qui traverse la plaine d'est en ouest, le site paraît immuable. Il semble avoir toujours été présent dans le paysage. Comment imaginer qu'il n'a en réalité ressurgi qu'à la fin des années 60 ? Alors cette situation topographique et administrative s'est avérée pour moi délicate dans le cadre de mon travail de thèse. Je m'intéresse en effet depuis la fin des années 80 à l'organisation, à l'évolution de l'espace public du site, du réseau viaire, et les infrastructures associées m'intéressent aussi. Pour citer Italo Calvino, la ville invisible. Sur une épaisseur moyenne de 4 à 5 mètres de sédiments, 13 rues antiques ont été mises au jour de manière plus ou moins complète. On voit sur ce plan de nombreux sondages qui ont été réalisés au sein de l'espace public. En rouge, les sondages profonds. Donc, je suis descendue à moins 5 mètres. Donc, en mauve, les sondages de vérification de 3 mètres de profondeur. En brun, les décapages de surface. Alors, c'est un travail de longue haleine, car la stratigraphie à Saint-Romain est très très dense. On le voit ici sur l'un des sondages menés dans la rue des Thermes, sous la rue des Thermes. Et j'ai construit on voit sur la stratigraphie tous les niveaux, les recherches successives de la voirie, les reprises, les changements, les modifications dans les réseaux hydrauliques, les amenées d'eau sous pression, l'emprise du collecteur d'évacuation des eaux qui est phénoménal parce qu'il fait plus d'1,80 m de haut. Il occupe 4 mètres de largeur totale sous la rue des Thermes. Et puis surtout toutes les tranchées de construction des murs de façade de part et d'autre, les façades riveraines qui se déploient à l'est et à l'ouest de la rue. Donc c'est un gros travail de compréhension. Il faut plusieurs sondages profonds au sein d'une rue pour comprendre l'évolution de la voirie à Saint-Romain-en-Galles. Donc j'ai construit ma matière sur le terrain au fil des années, au fil des interventions, chaque fois que je le pouvais. Et puis dans le cadre de mon travail aussi, et je remercie à cette occasion mes responsables de fouilles successifs, Armand Débat, Hugues Savégueras et Jean-Luc Prisset qui est ici présent. Et je me suis ensuite inscrite en thèse à l'Université de Paris 1 pour travailler sous la direction de Françoise Dumazy, spécialiste d'Antiquité, sur la dynamique de l'évolution des réseaux viaires et infrastructures associées de la rive droite de Vienne. Alors ça, c'était mon sujet de départ, et petit à petit, j'ai été amenée à travailler sur le franchissement et les ponts de Vienne, et vous allez voir pourquoi. Donc pour pouvoir exploiter ce sujet urbain par excellence, il fallait que j'étende mon regard, que je prolonge les axes viaires et que je prenne du recul. Ma directrice de thèse m'a très vite demandé, recommandé avec raison, de replacer mes réseaux du site de Saint-Romain à l'échelle des 2 rives dans une logique plus générale de communication et de réfléchir à la question du franchissement du Rhône à la hauteur de Vienne. À ce stade de ma réflexion, je me suis trouvée confrontée aux limites physiques, chronologiques et surtout administratives du sujet. Mais il me fallait à tout prix retrouver les liens originels de communication avec le secteur sud de la rive droite en lien avec la rive gauche. Donc le réseau de contournement des Thermes des Lutteurs, que j'ai représenté en jaune sur le plan, m'a interpellée plus que les autres. La rue du Portique, axe majeur, vital, est la plus large, la plus ancienne du site. Rectiligne, elle traverse la plaine d'ouest en est, contourne ensuite les Thermes des Lutteurs pour rejoindre le fleuve où elle s'interrompt brutalement. Du côté est, la rue des Pilotis, dans l'axe de la rue du Portique originelle, passe de 6 mètres à près de 15 mètres à proximité du Rhône. Parfaitement installé dans le quartier épanoui du début du IIIe siècle après Jésus-Christ, ce réseau me paraissait pourtant incomplet.
la rue des Pilotis semblait surgir du fleuve et garder en elle la mémoire d'un lien intime avec la rive gauche. J'ai acquis la conviction, comme d'autres chercheurs avant moi, que cet axe était avant tout et surtout l'un des accès essentiels au cœur de la ville et qu'il devait franchir le fleuve. J'ai donc cherché à découvrir ou à redécouvrir les indices qui pourraient me permettre d'attester à cet endroit et éventuellement à d'autres emplacements à la hauteur de la ville antique et tardive la présence d'un ou de plusieurs points de franchissement reliant les deux rives au relief très contrasté, comme on le voit encore aujourd'hui, une plaine en rive droite et un urbanisme très dense en terrasse cerné de collines en rive gauche. Alors pour donner corps à mes hypothèses, j'ai donc repris le dossier des ponts viennois à bras-le-corps avec rigueur et exhaustivité et surtout pugnacité. J'ai travaillé là-dessus pendant près de 15 ans et il a fallu que je puisse convaincre parce que j'ai exploré toutes les pistes, parce que j'ai dû me confronter à la force de la mémoire collective. Pourquoi ? Parce que l'imposante tour de Valois, bâtie au XIVe siècle et liée au pont médiéval en position centrale dans la ville, est encore visible aujourd'hui. Par ailleurs, le pont médiéval s'est effondré en 1571, mais l'une de ses 4 piles est demeurée présente dans le Rhône jusqu'au XIXe siècle. La présence de ces vestiges en pierre a renforcé la possibilité de son origine lointaine et antique. Le pont médiéval en pierre, intemporel, bravant le temps, contribuait ainsi à renforcer l'image de la ville forte, ancestrale et donc prestigieuse. Unique, cet ouvrage d'art ne pouvait être que romain. Alors pour comprendre mes ponts, il a fallu que je me plonge dans l'historiographie, dans les textes hagiographiques tout d'abord, puis les textes des érudits, les gravures, les tableaux, les articles de journaux, pour essayer de retrouver leurs traces. Donc la plus ancienne mention et référence suggérant l'existence d'un pont antique sur le Rhône à Vienne apparaît au sein de la chronique d'Adon, évêque de Vienne de 859 à 875, qui nous livre une histoire du monde en 6 livres, des origines jusqu'à 875 donc. Sa fiabilité historique doit donc être prise avec prudence. Ce court passage prend place parmi d'autres récits d'expéditions militaires qui se sont déroulés au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il valorise l'action viennoise de Tiberius Gracchus sans préciser la raison de sa présence dans la ville à une époque où les allobroges sont toujours indépendants. En effet, Tiberius Gracchus est décédé en 136 avant Jésus-Christ, soit 15 ans avant la conquête du territoire allobroge par les Romains. Toutefois, les fouilles menées en rive droite n'ont à ce jour pas révélé de traces attestant une occupation permanente pouvant remonter à cette époque. Donc, dans son extrait, Adon évoque la construction d'un pont renforcé de 2 fortifications près de Vienne et, parallèlement, celle d'un imposant édifice. Il n'indique pas si les 2 constructions sont associées ou non et ne nous dit pas si le pont était en bois ou en pierre. La référence à un fait historique et militaire lointain a contribué à renforcer la qualité, le prestige, l'ancienneté des ouvrages et donc de Vienne. Alors Adon a-t-il décrit ici un pont symbolique, prestigieux et imaginaire, celui du Haut Moyen-Âge, éventuellement fortifié, qui pouvait être alors en fonctionnement, ou bien les ruines des 2 culées d'un point de franchissement antique encore visible sur les 2 rives du fleuve? C'est la question. Ce texte, bien que laconique, s'avère essentiel, car il a régulièrement été utilisé au fil des siècles pour conférer des origines antiques au pont médiéval de Vienne. Alors le plus ancien récit de voyage qui mentionne les franchissements de Vienne, que j'ai cherché pendant près de 20 ans, donc je suis contente de l'avoir trouvé celui-là, grâce à M. Rossio, spécialiste du Rhône, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. C'était vraiment des échanges très très fructueux et il m'a un jour porté à ma connaissance ce texte qui me manquait, c'était le chaînon manquant. Donc ce récit de voyage a été rédigé en 1506 par Antoine de Lalin, donc seigneur originaire des Pays-Bas. Son ouvrage relate le voyage que Philippe le Beau a effectué en 1501 entre l'Espagne et les Pays-Bas, donc où il résidait alors. Publié au XIXe sous le titre « Voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501 », ce récit décrit en détail toutes les étapes du voyage du souverain le long de la vallée du Rhône, d'Avignon à Lyon. Antoine de Lalin livre des informations d'ordre topographique et religieux, notamment sur la légende de Pilate, alors en plein essor. Il mentionne l'existence des ponts, des bacs sur le fleuve et les rivières aussi. Ainsi,
arrivé à Vienne, il indique clairement l'existence de 2 ponts. Alors je vous lis l'extrait en question. « Et le mardi alla dîner à 2 lieues de là, à un village, et chemina autres 2 lieues jusqu'à Vienne, où il prit gîte. Les gens d'église et bourgeoisie le reçurent très révérentement. Les rues étaient tendues de draps et de tapisseries jusqu'à son hôtel derrière l'église Saint-Maurice. Cette ancienne ville excéda jadis Gand en grandeur, comme on juge, par une arche, l'or étant au milieu de la ville, et présentement est à 2 jets d'arbalète loin d'Issel, dedans des vignobles. Maintenant est du grandeur de Douai. Dessus le Rhône, courant parmi la ville, sont situés 2 ponts de pierre, à l'un desquels, au plus bas, au côté vers la ville, est à la place où Pilate, tenant prison, fut absorbé de la rivière. » Alors l'un des 2 ponts est bien sûr le pont médiéval et l'autre, situé plus au nord, se situe à la sortie de la ville de Vienne et est associé donc à la légende de Pilate. Alors j'ai placé pour vous une carte qui est un peu postérieure, mais la carte de Jean de Beigne qui date de 1608, mais qui nous permet de nous faire un petit peu d'imaginer l'itinéraire qu'Antoine de Lalaing a pu emprunter en quittant Vienne. Donc, Antoine de Lalaing quitte Vienne au matin par la rive gauche, donc en empruntant le compendium pour rejoindre Laon, donc ce qui est représenté ici. Et il ne passe pas par la rive droite. Il est donc nécessairement passé par le port des Maules. C'est ainsi qu'on nomme ce port à cette époque, et nous en reparlerons par la suite. De Lalaing a pu voir en passant donc suffisamment de maçonnerie antique pouvant être attribuée à un ouvrage d'art pour que l'existence des 2 ponts, l'un inutilisable, sans doute en ruine, et l'autre régulièrement réparé, est alors constitué pour lui une évidence et une caractéristique de cette ville ancienne. Au début du XVIe siècle, Symphorien Champier, médecin lyonnais, écrit pour la première fois une histoire des allobroges. Sa renommée est considérable à Lyon, qui est à cette époque le plus grand centre de production de livres médicaux. Dans le chapitre 2, il mentionne à Vienne l'existence d'un pont pourvu de 2 tours placées à ses extrémités, bâti par Tiberius Sempronius Gracchus, donc, lors de son passage vers l'Espagne. Il reprend en cela l'hypothèse de son prédécesseur. Il cite en note et en latin le passage de la chronique d'Adon relatif au pont et reprend les termes de sa description en utilisant les mots « tour » pour désigner les fortifications. Pour Champier, la ville a été fondée sur le Rhône, à l'emplacement où Gracchus fit construire un pont alors qu'il se rendait en Espagne. Il met ainsi en avant l'importance du lieu de passage, à la hauteur de Vienne, axe de communication essentiel à l'origine de l'ancrage topographique de la cité. Champier conforte donc à Vienne l'existence d'un pont unique en pierre. Sa description de l'ouvrage d'art se rapproche davantage de l'aspect qu'offrait à son époque le pont médiéval, dont la construction fut achevée au XIIIe siècle. Celui-ci était en effet flanqué de la porte de la ville en rive gauche et depuis le XIVe siècle de l'imposante tour de Valois en rive droite qui fut bâtie donc par le roi Philippe VI vers 1335-1345 pour contrôler cet accès au royaume de France. La renommée du pont de Vienne doté de tours doit donc beaucoup à l'interprétation de Champier, au grand succès et à la large diffusion de son ouvrage historique. Alors j'en arrive à Martelange. Voici la plus ancienne aquarelle connue représentant Vienne et l'ensemble de la plaine qui lui faisait face. Elle a été réalisée par Martelange, donc jésuite, alors qu'il contrôlait la construction du collège Ponsard de Vienne. Elle est datée du 11 juillet 1606. On voit au nord de Vienne, en rive gauche, le rempart antique et l'une des portes d'accès à la ville, donc la porte de Lyon, au bord du Rhône, le pont médiéval, majestueux, pourvu de 4 piles maçonnées, qui occupent sur cette image le centre, il est en position centrale dans la ville. Le secteur sud n'a donc pas été figuré, il est hors champ. En zoomant sur le dessin, on aperçoit les petits ports de l'époque, donc le port de la Pêcherie, au nord, du débouché de la Gère, et surtout, encore plus au nord, le port des Maules, que l'on appellera ensuite le port de l'Écu. Voilà. En rive droite, dans l'axe du port des Maules, on repère des vestiges maçonnés qui pourraient correspondre à une tour. Ce détail est très important car l'aquarelle est très très réaliste et de grande qualité. Martelange nous donne une image de la rive droite très fiable. Je citerai pour exemple l'église de Sainte-Colombe qui est ici, voilà, et qui est alors en cours de réparation et qui est représentée sans son toit. Un chemin isolé partant de ces ruines maçonnées traverse la plaine, ici. Le chemin de la plaine, c'est le nom qu'on lui donnera par la suite, correspond à la dernière mutation de la rue du Portique que je vous ai montré en introduction. Donc, voilà. Je vais
vous la montre ici. Donc de part et d'autre de cette voie, à l'emplacement de la réserve archéologique actuelle, on ne voit que des jardins et des vergers. La population de la rive droite est alors nettement concentrée dans la bourgade de Sainte-Colombe, qui s'est développée au sud grâce à la présence prégnante du pont médiéval. Donc on voit que sur l'aquarelle de Martelange, le pont médiéval est magnifié en 1606, et pourtant l'arche située du côté de Sainte-Colombe s'avère très endommagée. Depuis 1545, elle a été remplacée par un tablier en bois temporaire. On le voit sur cette aquarelle que j'ai retrouvée à la médiathèque d'architecture et du patrimoine. On voit que les travaux de la réparation de l'arche n'ont pas été mis en œuvre et envisagés avant 1615. Donc Martelange nous présente un pont idéal, magnifié et en très bon état, alors qu'il est déjà très endommagé. Donc je vous ai présenté cette représentation de la ville de Vienne en Dauphiné en 1638. Vous voyez on représente la rive droite, on retrouve le chemin de la plaine, la petite ruine, la petite tour qui est présentée sur la gravure. Et puis surtout ici, on aperçoit les ruines du palais du Miroir. Vous voyez que cette gravure est assez maladroite parce qu'on a dans la topographie des reliefs qui sont un petit peu maladroits. Ces gravures qui sont empreintes, enfin qui sont recopiées d'après l'aquarelle de Martelange vont être plus ou moins crédibles, réalistes. Donc je vous en présente une seconde qui date de, si ça marche, voilà, de 1648 et qui représente la ville archiépiscopale et primatiale de Vienne en Dauphiné. Vous voyez qu'ici on a davantage de relief, notamment dans la partie centrale ici de la rive droite. On retrouve la rue le passage, le chemin de la plaine. Les traces, les ruines que représentait Martelange sont archéologiques à cet emplacement, à cette époque. Mais ce que je trouve intéressant, voilà, je vais vous montrer. J'ai un problème avec, voilà. Avec Jean-Luc, mon collègue, on a fortement étudié ces gravures et puis surtout on a essayé de replacer le site archéologique en surimpression, enfin en parallèle par rapport à cette gravure, et on se rend compte qu'à l'emplacement de la tour, aujourd'hui se situe ce que nous avons fouillé, c'est-à-dire le vaste ensemble monumental de Saint-Romain-en-Galles dont je vous parlais en introduction, qui couvre à lui seul 8 hectares. Et cette petite tour, les restes de cette petite tour-là pourraient correspondre au bastion nord-ouest de cet ensemble monumental. Alors, est-ce que c'est le bastion de l'ensemble monumental ou la culée d'un pont? C'est la question. Alors, Nicolas Bergier, qui était avocat et historiographe de France, a fortement contribué à la propagation de l'idée que le pont médiéval puisait ses origines dans l'Antiquité. En 1622, dans le livre 1 de sa célèbre synthèse sur les grands chemins de l'Empire romain, il associe empiriquement l'empereur Trajan à la construction de nombreux ponts dans l'Empire. Il annonce par ailleurs qu'il était de coutume d'affirmer le pouvoir et l'action de l'empereur en associant une dédicace à chaque ouvrage d'art, chaussée ou borne milliaire. Traitant des Gaules dans son livre 4, il mentionne ensuite de manière très évasive l'existence d'un pont unique sur le Rhône, à Vienne, et considère que celui-ci a été bâti sous le règne de Trajan. Pour cela, il se réfère à une inscription qu'il reproduit. Donc je vous la lis. Anno C. Calpurni, Pisoni, M. Vetii, Bolani, Cos, Pontif, Stipe. Cette inscription est issue du recueil des inscriptions antiques du monde romain, publié en 1603 par Jean Gruter, philologue et historien néerlandais. Elle évoque la réparation d'un ouvrage public à l'époque de Trajan, dont la nature n'est pas précisée. Gruter pense qu'il s'agit d'une réparation du pont de Gers, donc la rivière la Gers qui se trouve en rive gauche, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur lequel l'inscription était alors placée et que ce pont n'est donc pas d'origine antique. Alors Bergier, ne connaissant visiblement pas la ville de Vienne, rattache malencontreusement l'inscription au pont sur le Rhône. Il s'en remet aux Viennois d'ailleurs pour préciser l'aspect de l'ouvrage d'art et son emplacement. Il écrit en effet « Quant au pont de Vienne, il se trouve une inscription antique par laquelle on voit que Calpurnius Piso et M. Vettius Bolanus, consul romain sous Trajan, l'ont fait bâtir l'an 863 de la fondation de Rome. Mais ce serait à ceux du pays de nous en décrire l'ordonnance si d'aventure il en reste encore quelques vestiges. »
Donc par sa méconnaissance des lieux, malheureusement, il a laissé penser que l'inscription se référait au prestigieux pont médiéval du Rhône, symbole de romanité par excellence, et non au pont de Gers, ouvrage plus modeste, dont il ne soupçonnait d'ailleurs probablement pas l'existence. Malgré l'emploi de termes mesurés, l'auteur a ainsi nourri une fausse interprétation. Il a été à la source de l'appellation pont de Trajan, qui fut longtemps donnée au pont médiéval de Vienne. 37 ans plus tard, en 1659, Nicolas Chaurier livre au public une riche histoire urbaine, la recherche sur les antiquités de la ville de Vienne, métropole des Allobroges. C'est ma Bible, hein. En fait, je me plonge tout le temps dans cet ouvrage quand je veux reprendre un dossier antique viennois. L'étude fourmille de détails. Elle se présente tel un guide qui embrasse toute la rive gauche de Vienne, du nord jusqu'au sud. L'auteur invite ensuite le lecteur à traverser le fleuve pour découvrir les vestiges de la rive droite, du sud vers le nord, jusqu'à la hauteur de Saint-Romain-en-Galles. Plusieurs passages nous renseignent sur les points d'ancrage, sur la nature et l'environnement des ponts viennois. Alors, Chaurier signale le premier de manière précise l'existence d'un pont au nord de la ville. Ce dernier débouche selon lui en rive gauche, près du rempart antique et médiéval, au sud de la porte de Lyon et au nord de l'embouchure de la rivière Lagère. Dans le chapitre 5 du livre 1, il nous dit « Près de la tour Mauconseil, l'eau bouillonne quelquefois, mais c'est parce qu'elle s'y brise contre des masures qu'elle rencontre et qui s'opposent à sa rapidité. Elles sont des restes d'un ancien pont qu'il y avait là, au temps des Romains. J'ai des mémoires qui m'apprennent qu'il n'y a pas 100 ans que les épaulements en paraissaient encore du côté de Sainte-Colombe. » L'auteur précise que 100 ans auparavant, c'est-à-dire vers 1550, à l'époque de Champier, des épaulements de ce pont étaient encore visibles, en rive droite, à la hauteur de Saint-Romain-en-Galles. Il dit s'appuyer sur les vestiges visibles dans le lit du fleuve et surtout sur des écrits antérieurs qui font état de l'existence d'épaulements rattachés à un pont en rive droite du Rhône. Ce passage signifie bien que l'auteur n'a pu observer en son temps la trace de ces vestiges sur le terrain. Leurs souvenirs devaient néanmoins demeurer encore vivaces, car leur existence ne semblait pas devoir être remise en question à son époque. Alors fait-il allusion au récit de voyage d'Antoine de Lalin? C'est la question. Chaurier poursuit ensuite sa description de la ville en rive gauche, en descendant le Rhône. Il évoque le rôle essentiel du port des Maules, en amont de la Gère, et du port de la Pêcherie. Dans la réédition de 1828 de l'ouvrage de Chaurier, Nicolas-François Cochard ajoutera en note « En décembre 1818, les eaux du Rhône étaient tellement basses que l'on distinguait sans peine, à l'endroit des ports, des massifs de maçonnerie considérables, des fragments de colonnes, d'entablements, de chapiteaux et une quantité prodigieuse de pierres taillées. Ce sont là des preuves non équivoques de la somptuosité de ces anciennes constructions. Ces vestiges se situaient en face du chemin qui, en rive droite, traversait la plaine d'est en ouest et des ruines figurées sur l'aquarelle de Martelange en 1606. Dans le livre second, chapitre 1er, Chaurier, toujours, mentionne bien sûr l'existence du pont médiéval. Il se réfère au texte d'Adon, en se demandant toutefois auquel des deux ponts qu'il envisage Adon pouvait bien se référer, à savoir le pont situé près de la porte de Mauconseil, ou bien le pont médiéval, alors visible, et dont l'origine antique n'est pas exclue par l'auteur. Il écrit « Symphorien-Champier donne au pont qui joignait Vienne à Sainte-Colombe la gloire d'avoir été le plus ancien des Gaules. Tiberius Gracchus étant arrêté dans Vienne quelque temps, comme il allait en Espagne, le fit premièrement construire en l'an du monde 4588, environ 175 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais Adon qui fait ce récit ne s'explique point s'il était en pierre ou en bois. Peut-être que l'usage de ceux de pierre n'est pas sitôt passé dans les Gaules, du moins pour le Rhône. Quoi qu'il en soit, il est certain que s'il n'était de pierre en ce temps-là, il a commencé de l'être peu après. Il y en avait un autre, vers la porte de Lyon, et nous en avons déjà fait la remarque. Je ne sais si c'est celui qu'Adon entend parler, ou de celui qui est encore debout. Donc Chaurier s'attarde sur la description... je vais revenir en arrière. Oui. Voilà. Chaurier s'attarde sur la description du pont ancien sur la rivière Lagère. Il indique qu'une inscription romaine s'y trouverait employée et il nous dit « En abordant ce pont, on rencontre cette inscription romaine gravée sur un pilier planté au coin qui regarde le septentrion. Elle n'a pas toujours occupé la place où elle est. Hugues de Sales, alors juge archiépiscopal de cette ville, l'y fit mettre après qu'elle eût été trouvée dans la cour de la Royale Maison des Canaux. » Donc vous voyez qu'ici, Chaurier précise que l'inscription se trouve au débouché du pont de Gers, dans son parapet,
Il précise son lieu d'origine dans le centre de la ville, à l'écart du fleuve, et donc sans lien direct avec l'ouvrage d'art. Ce témoignage permet de réfuter l'hypothèse antérieurement émise par Gruter et Bergier d'une réfection d'un pont viennois à l'époque de Trajan. Hors de son contexte, cette inscription ne peut donc fournir de précisions sur la nature de la construction concernée par les travaux réalisés. Le pont de Gers a été détruit et l'inscription récupérée a été transportée au musée Saint-Pierre de Vienne en 1823, où elle s'y trouve encore. Je l'ai vue il y a quelque temps. Donc en 1761, Pierre Schneider, alsacien, qui arrive d'Allemagne et se rend en Italie pour étudier le dessin, s'arrête à Vienne. Il manque d'argent pour poursuivre son voyage. Il est fasciné par le potentiel archéologique de la ville et décide de s'y installer. Schneider a été à l'origine de la prise de conscience du patrimoine et de l'invention de l'archéologie viennoise. Il a dressé le plan topographique précis des vestiges jusqu'alors recensés, qu'il a limité à la rive gauche. Il a pourtant bien associé, dans ses récits et ses écrits, la plaine de Sainte-Colombe et de Saint-Romain-en-Galles à l'histoire ainsi qu'à l'extension de la capitale des Allobroges. La traversée du Rhône à hauteur de Vienne s'effectuait à cette époque par l'intermédiaire d'un bac à traille. Le pont médiéval, définitivement détruit en 1651, n'avait en effet depuis toujours pas été remplacé. Aucun lien de traversée fixe, monumental, n'existait donc alors à l'échelle de la ville. Étranger, désirant s'intégrer à Vienne, c'est à la rive gauche qui recelait l'ensemble et l'essentiel des bâtiments publics et monumentaux bien décelables dans le paysage qu'il a consacré l'essentiel de son étude et de ses relevés. Le quai Pajot, en rive gauche, était par ailleurs déjà construit lorsque Schneider est arrivé à Vienne. On voit simplement ici l'arrivée de l'enceinte romaine et la tour vieille, porte nord de la ville antique. Schneider n'a donc pu glaner d'informations sur les vestiges signalés au nord de la ville par Delalin, puis par Chaurier. L'absence de pont de pierre, même si l'une des piles ruinées du pont médiéval était à cette époque encore très visible dans le fleuve, alliée à la nature moins spectaculaire, moins dense des vestiges de la rive droite, a sans doute implicitement conduit Schneider à concentrer ses recherches en rive gauche. Les points de franchissement ne figurent donc pas sur son plan géométral, pas plus que le fond cadastral de la rive droite. Donc Schneider a enseigné le dessin au lycée Ponsard de Vienne pour gagner sa vie, mais il était surtout un très bon topographe et un archéologue de terrain. Il a fondé le musée de Vienne sur ses propres deniers et il a noté durant toute sa vie ses observations dans un manuscrit consacré à l'étude de la ville antique. Ce manuscrit incomplet, qui a failli brûler dans un incendie au XIXe, est aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Vienne. Schneider est décédé en 1814 sans argent, avant d'avoir pu publier ce manuscrit. Donc il va falloir attendre 1880, 60 ans après sa mort, pour que son manuscrit soit retranscrit mot pour mot par l'historien et éditeur viennois Eugène Joseph Savigny. On retrouve dans cet ouvrage, à défaut de l'ensemble de ses dessins, le fameux plan général de la ville qui accompagnait ses notes. Schneider s'interroge, au fil des lignes, sur les points de franchissement viennois. Il évoque la chronique d'Adon, mais doute de sa véracité. Il est en effet réservé sur la présence de troupes romaines à Vienne, bien avant la conquête du territoire allobroge. Il rejoint en cela Chaurier, dont il reprend les hypothèses les plus plausibles. Il nous dit « Chaurier observe avec raison que les Allobroges n'étaient point assez amis des Romains pour souffrir la marche d'une armée à travers leur pays sans résistance, et encore moins pour leur permettre de s'y fortifier. » Dans une note, il précise qu'il se méfie toutefois des assertions de Chaurier, car il pense avec justesse que celui-ci mêlait un peu trop l'archéologie et les histoires locales et qu'il ne s'appuyait pas suffisamment sur des indices fiables. Alors Schneider, bien qu'il n'ait représenté aucun pont sur son plan, est le premier auteur à affirmer explicitement l'existence de 3 points de franchissement à Vienne. Il mentionne rapidement leur existence lorsqu'il évoque l'occupation antique de la rive droite. Il nous dit « 3 ponts établissaient la communication entre la rive droite et la rive gauche. Celle-ci était habitée sur toute la longueur de la première et jusqu'au coteau qui l'aborde couchant. Cette affirmation n'a toutefois pas été appuyée par des arguments probants. Schneider n'effectue aucun développement sur l'hypothèse des 2 ponts émises par Chaurier, dont il admet implicitement l'existence. Il s'attarde un peu plus sur les raisons qui lui en font restituer un 3e au sud du rempart méridional. Schneider associe ce pont à l'existence d'un aqueduc, destiné selon lui à alimenter la rive droite. Il écrit
Un aqueduc qui descendait de Beaumur et se dirigeait vers le Rhône subsistait aussi encore du temps de Chaurier jusqu'au grand chemin, près des casernes actuelles, en rive gauche. Je conjecture que cet aqueduc portait l'eau à Sainte-Colombe, dessus un pont, près du champ de Mars actuel, étaient des massifs qui pouvaient lui avoir servi d'appui. Vis-à-vis du côté de Sainte-Colombe, en rive droite, est un autre massif ou espèce de culée. Derrière cette culée subsiste un aqueduc qui ne pouvait recevoir l'eau que du côté de Vienne, parce qu'il n'y a point d'eau dans ce canton qui pouvait fournir à cet aqueduc. Les vestiges assimilés par Schneider à un aqueduc existent encore aujourd'hui en rive droite. Ils appartiennent en réalité à un réseau souterrain de galeries enduits de mortiers de tuileaux liés au fonctionnement de termes publics. Ces vestiges ont ressurgi lors de la fouille de Benjamin Clément à la hauteur des Petits Jardins, donc ces fouilles qui ont eu lieu il y a 2-3 ans seulement. Schneider est évasif lorsqu'il parle de massifs qui pouvaient servir d'appui au pont du côté de la rive gauche. Évoque-t-il une culée ou des piles observables dans le lit du fleuve? C'est la question. Cochard a signalé en 1828 la présence de pilotis aussi bien en rive droite qu'en rive gauche, à la hauteur du champ de Mars, c'est-à-dire au sud de la ville, et les a rattachés au pont suggéré par Schneider. J'en arrive à présent aux recherches et au plan de Étienne Rey, que je salue aujourd'hui parce qu'il a changé ma vie de chercheuse. Grâce à lui, c'est grâce à lui que j'ai retrouvé les ponts. Alors, pardon pour ces textes qui sont un peu arides, mais vous allez voir, si vous suivez tous les indices avec moi, il y a une surprise à la fin et tout va s'emboîter. C'est un peu magique, cette histoire de pont. Donc Étienne Rey, qui est peintre et lithographe, né à Lyon en 1789, est nommé conservateur du musée de Vienne en 1815, à l'âge de 26 ans. Il succède ainsi à Pierre Schneider. Il n'occupera ce poste que jusqu'en 1822. Ces années se sont toutefois révélées déterminantes pour la suite de son parcours professionnel. En effet, dans une lettre adressée le 8 mars 1817 au maire de Vienne, Tessière de Miremont, Rey dit avoir en projet la conception d'un important ouvrage consacré aux monuments de la ville qu'il souhaiterait présenter au moyen de relevés et de dessins plus fiables que ceux qui furent fournis antérieurement par Pierre Schneider. Dans l'attente de pouvoir réaliser cette œuvre, Rey publie en 1819 un guide des étrangers à Vienne, où aperçu sur ces monuments anciens et modernes ces établissements publics et manufacturés. Le conservateur use abondamment du manuscrit de Schneider et recopie son plan géométral. Il ne figure dans son guide de Vienne que la rive gauche. Il s'est toutefois intéressé à l'étude de la rive droite. Vous allez voir. Voilà. Étienne Rey a pour la première fois créé graphiquement un lien archéologique entre les deux rives dans son recueil de planches lithographiées consacré à la présentation des monuments antiques et médiévaux viennois. Sur le fond de cadastre napoléonien, il a placé un pont romain au nord de la ville et de l'embouchure de la Gers, le fameux pont de Trajan, en référence à Gruter et Bergier, à l'emplacement du pont médiéval détruit définitivement en 1651, mais dont l'une des piles était encore visible à son époque, et enfin un pont-aqueduc en accord avec Schneider, avec des vestiges associés à chacun de ses débouchés. L'ouvrage a été publié juste après l'inauguration de la passerelle métallique suspendue, la passerelle 19e, qui venait donc de rétablir la communication interrompue depuis 2 siècles entre les deux rives. Jean-Baptiste Genvietti, l'auteur du texte qui accompagnait le plan, a alors clairement, mais trop succinctement, signifié que les traces des ponts avaient été aperçues lors d'étiages bas. Il a écrit « Le Rhône s'avance de l'Occident, fait un grand contour et traverse la ville du nord au sud comme dans Rome, le Tibre à l'ouest. Les collines orientales s'écartent en demi-cercle et forment un amphithéâtre de 7 montagnes, au milieu desquelles domine un Capitole bien plus élevé que le Tarpéien. Sur les flancs et les plateaux des monts s'élevait la cité viennoise, arrosée par 4 rivières qui se jettent dans le Rhône. La ville d'Occident, plus plane, communiquait par 3 ponts à l'ancienne. De ces 3 ponts, il ne reste qu'une pile de celui qui fut construit sous Trajan et qui, relevé plusieurs fois, a toujours été renversé par la violence du fleuve. Dans les basses eaux, on aperçoit les vestiges des 2 autres. En l'absence de commentaires écrits étoffés, de vestiges matériels probants qui auraient pu venir conforter la représentation graphique, l'hypothèse des 3 ponts a été jusqu'à nos jours controversée, mais estimée. On a parfois parlé de la légende des 3 ponts de Rey. En me basant sur ce que je savais des réseaux viaires et hydrauliques de Saint-Romain-en-Galles, avec mon expérience d'archéologue et ma connaissance du site de Saint-Romain,
J'ai cru Étienne Rey, contre toute attente. Moi, j'ai pensé qu'il avait bien dû voir, apercevoir quelque chose, qu'il avait dû voir ces ponts à l'occasion des Tiajba. Alors je suis allée chercher les articles de journaux de l'époque, et un article tiré du journal de Vienne et d'Isère, daté du 15 janvier 1848, fait précisément état de la baisse spectaculaire du Rhône, et il m'a apporté un indice décisif qui a été corroboré par les observations de Rey. Je cite : « La baisse du Rhône continue. Nous avons dit dans notre précédent numéro que du haut du quai, on apercevait facilement sous l'eau les restes de l'ancien pont médiéval, qui existe du côté de Vienne. Aujourd'hui, il se montre encore mieux. Une partie des pierres s'élève dans ce moment d'environ 20 cm au-dessus du niveau actuel des eaux. Ce niveau est aujourd'hui à plus de 50 cm au-dessous de zéro à l'échelle métrique placée près du pont suspendu. Depuis 1819, le Rhône n'était pas descendu si bas. Quelques personnes croient même qu'il est plus bas aujourd'hui qu'à cette époque. L'article indique donc que des Viennois ont assisté aux Tiajba de 1819 et de 1948 et qu'ils ont ainsi pu comparer leurs ampleurs respectives. Rey, nommé conservateur du musée en 1818, a lui-même fait allusion à l'Etiajba de 1818 dans son guide des étrangers, dont je vous parlais tout à l'heure, paru l'année suivante. Il nous dit : « En décembre 18, époque à laquelle les eaux du Rhône se trouvèrent basses comme de mémoire d'homme, on ne les avait jamais vues, on eut des preuves non équivoques de la beauté des ports de Vienne. » Dans son ouvrage de 1831, Rey a mentionné l'existence des 3 ponts, telle une évidence, qui ne soulevait pas discussion, parce qu'il les avait vraisemblablement vus, tout simplement. Toutefois, la description de piles dérasées ne pouvait prendre place dans cet ouvrage de prestige, célébrant la magnificence de la ville antique. Alors en 1831, Rey a quitté ses fonctions de conservateur à Vienne depuis 9 ans. Il a en effet succédé à Grognard en tant que professeur à l'École des Beaux-Arts de Lyon. Il est désormais pleinement intégré au cercle des artistes lyonnais. Il figure en bonne place dans le tableau d'Antoine Duclos intitulé « La halte des artistes lyonnais à l'île Barbe », daté de 1824. Il s'agit du personnage qui se tient debout et qui porte une petite casquette. Nous présentons une esquisse préparatoire à gauche qui précise qu'il s'agit bien d'Étienne Rey. On le reconnaît très bien. Le nouveau poste d'Étienne Rey ne l'a pas éloigné des monuments viennois pour autant, dont il a entrepris les relevés, l'étude et la publication. Ainsi, à partir de 1821, 18 livraisons de fascicules de grand format furent successivement publiées et permirent d'aboutir en 1831 à l'édition par souscription de recueils complets. Donc moi, je suis liée à Lyon par Étienne Rey. Voilà, et je pense qu'il faudrait retrouver ces liens entre ces deux villes, hein, entre Lugdunum, voilà, la capitale des Gaules, et Vienna, la capitale des Allobroges, qui se situe en Narbonnaise. Et c'est Étienne Rey qui m'a montré le chemin, quelque part. Alors je vous présente ici l'une des gravures, une des lithographies d'Étienne Rey. Donc on voit que il nous présente la longue histoire des ponts de Vienne, et vous apercevez, donc il y a Étienne Rey ici qui se représente en train de dessiner, et sans doute Vietti ici. Et donc on voit dans le fleuve, on voit la pile du pont médiéval dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui était restée visible très longtemps, et donc c'est elle qui a fait fantasmer tout le monde, et c'est pour ça qu'on considérait que ce pont ne pouvait être qu'antique. Et puis surtout, ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est ce bateau. C'est un bateau vapeur avec un petit drapeau ici. Alors il faut zoomer, hein, j'ai passé pendant 10 ans à zoomer dans les fonds de tableaux, dans les fonds des gravures, dans les lithographies, parce qu'en fait, souvent, la rive droite, elle est très peu représentée, et elle est en deçà de Vienne, rive gauche, parce qu'il y a beaucoup de monuments, il y a les églises, et le temple d'Auguste et Livy, la cathédrale Saint-Maurice. Donc, en fait, pour trouver les indices liés au pont et au site de Saint-Romain-en-Galles, il a fallu que je fasse un gros travail sur Photoshop pour aller chercher dans les fonds de tableau les tout petits indices qui pouvaient m'aider à retrouver les franchissements. Donc, c'est ce que je vous présente ici, parce que cette lithographie, en réalité, elle n'est pas très grande, et il faut vraiment aller chercher au fond ce qui me manque. Et donc ici, c'est un de ces indices, parce qu'en fait, c'est le premier bateau vapeur qui a descendu le Rhône, et ça correspond à l'inauguration de cette passerelle 19e, et Étienne Rey, dans son ouvrage, profite de cette inauguration, de cette descente du premier bateau vapeur sur le fleuve pour raconter l'histoire des ponts de Vienne. Et il nous dit que la passerelle 19e sera certainement à l'origine du développement de Vienne, du renouveau du développement économique et industriel de Vienne, parce qu'il rétablit depuis plus d'un siècle la communication entre les deux rives qui avait été coupée.
Et puisqu'on travaillait, on traversait qu'en Baccatraille, hein, jusque-là. Et vous allez voir tous ces petits indices, ils prennent leur sens petit à petit. Gardez bien en tête l'histoire du bateau vapeur, vous allez voir. Là, c'est encore plus intéressant parce que c'est une toute petite vignette qu'on retrouve dans l'ouvrage de Ray. Et on voit, c'est une vue, ce qu'il appelle une vue imaginaire, une fantaisie. On voit qu'au premier plan, il y a des personnages un peu fantasques, et puis des ruines, des vestiges. On mêle le médiéval et l'antique. Mais ce qui est important à lire dans cette petite vignette, c'est le fond, c'est l'arrière-plan, c'est la topographie, c'est le paysage. Parce qu'en réalité, Ray, il s'inscrit dans un paysage qui est, comme pour Martelange, qui est réel. C'est ça qui est magique. Et donc ici, on a la restitution du pont médiéval, hein, mais surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est ce secteur-là, parce que c'est Saint-Romain-en-Galles, c'est le chemin de la Plaine dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et puis vous voyez qu'ici, il y a un élément maçonné qui pourrait très bien correspondre au bastion de l'ensemble monumental que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez, la petite tour qui était figurée sur l'aquarelle de Martelange. Donc voilà, moi je trouve ça magique, c'est des choses qui me font rêver et qui petit à petit m'ont fait redécouvrir vraiment les ponts. Vous allez les voir, j'ai les images. Alors accrochez-vous, ça va venir. Voilà. Donc dans son ouvrage, Étienne Ray aussi, il nous présente en 1831 sa vue idéale de Vienne, donc de Vienne antique. Et vous voyez qu'il met l'accent sur la rive gauche, comme toujours. Des fois, j'ai eu des gros moments d'abattement, parce qu'à chaque fois que je trouvais un document, hop, représentait toujours la rive gauche. Et moi, c'est la rive droite qui m'intéresse en priorité à cause du site de Saint-Romain. Mais c'est très bien, parce que ça m'a obligé à chercher et approfondir. Donc, quand Ray publie cet ouvrage, c'est un archéologue, c'est un érudit, et il ne se permet pas de restituer, sauf pour la rive gauche, parce qu'il y a des anachronismes. On voit ici, il représente la bâtie, alors qu'elle est médiévale, en même temps que les vestiges antiques, donc c'est un peu anachronique. Mais il ne se permet pas toutes les fantaisies, hein, donc je vous ai mis le détail, voilà. Alors moi, comme c'est l'arrière-plan qui m'intéresse, vous voyez que le fleuve est représenté et que sur le Rhône, alors qu'il y a son plan géométral, hein, où il a placé 3, vous l'avez vu, hein, comme moi, il a placé 3 ponts, on est d'accord, dont le pont de Trajan, avec l'erreur de l'inscription de Lagère, mais il ne se permet pas de placer les ponts sur sa vue, sa lithographie. C'est embêtant pour moi. Et à l'emplacement de Saint-Romain, on ne voit rien. Vous voyez que c'est la campagne. Donc ça a véhiculé longtemps, très longtemps, même quand je suis arrivée à Saint-Romain, le fait que Saint-Romain, c'était un quartier extramuros, aux franges de la ville, un suburbium. En réalité, pour moi, ce n'est pas un suburbium, c'est une tête de pont. C'est un lieu très très important qui permet de rentrer dans la ville, de la rive gauche. J'ai inversé le regard, en fait. Et alors, ce qui m'intéresse encore plus, c'est la suite. En 1860, 7 années avant sa mort, Ray a peint une huile sur toile de grand format qui reprend en essence la restitution qu'il avait conçue en 1831 pour l'ouvrage sur les monuments romains et gothiques de Vienne en France, dont je viens de vous parler. Il s'agit donc d'une reconstitution très personnelle et imaginaire de la ville de Vienne à l'époque romaine, sur fond d'un paysage viennois contemporain, puisqu'il représente encore une fois le château de la Bâtie médiéval. C'est la rive gauche qui est ici magnifiée. On aperçoit au loin, je vous le montre, le tableau en question, voilà. On aperçoit au loin la boucle du Rhône et la rive droite noyée dans la verdure. Alors j'ai agrandi ce paysage périphérique, essentiellement rural, et là j'ai découvert des indices inédits et inespérés. On aperçoit tout d'abord un très très grand pont de pierre, le pont médiéval, c'est l'évocation du pont de Trajan, placé en amont d'un port, le port de Sainte-Colombe. L'ouvrage d'art est pourvu d'un nombre considérable d'arches munies de becs en aval. C'est important. Je sais aujourd'hui que le pont médiéval, il n'a que 4 piles. Mais Ray, là, c'est le pont antique, donc il le représente avec un nombre d'arches assez impressionnant. Mais attendez la suite. Plus surprenant encore, les ruines du pont Aqueduc. Voilà, le pont romain sud s'offre à notre vue, ici. Et vous voyez que les bases de 2 piles maçonnées sont visibles dans le lit du fleuve. On aperçoit par ailleurs la culée du pont en rive droite, ici, et le départ de voûte de la première arche. Il est difficile de savoir si cette évocation est proche ou non de la réalité. Quoi qu'il en soit, je vous assure que c'est la seule représentation de l'ouvrage d'art en élévation partielle que j'ai retrouvée à ce jour.
hormis les coupes bathymétriques que je vais vous montrer après. Le pont romain nord, bon, ça c'est extraordinaire, hein, parce que le tableau il fait plus de 2 mètres. Émilie sait à quel point je tiens à ce tableau. Maintenant tu sais pourquoi je le veux dans l'expo. Parce qu'il faut apprendre à regarder autrement les tableaux. Il faut... L'exposition qu'on prépare avec Émilie et Jean-Luc et notre équipe, c'est pour aussi inciter les publics à regarder les tableaux, à aller les découvrir, à aller chercher les indices qui peuvent se trouver à l'intérieur. Et ce qui est magique là, c'est que Étienne Rey, il m'a laissé cette trace, il m'a laissé cet indice qui a traversé les siècles. Voilà. Je trouve ça très très émouvant et ça me touche beaucoup cette chose-là. Donc le pont romain nord, lui, qui figurait sur le plan géométral, voilà, sur le plan géométral de Rey, est malheureusement absent. L'artiste a toutefois indirectement suggéré le souvenir de son axe par la présence d'une rangée d'arbres indiquant la présence d'un chemin menant à une petite anse. Donc souvenez-vous de l'aquarelle de Martelange. Rey ne put probablement glaner suffisamment d'indices topographiques et archéologiques pour oser proposer une restitution aboutie du pont romain et du pont aqueduc. Il n'a donc figuré encore que le pont médiéval. Alors, j'en arrive quand même à mes recherches, parce que en replaçant les vestiges de l'ensemble des réseaux viaires et hydrauliques du quartier de Saint-Romain-en-Galles à l'échelle de la ville double et en associant l'évolution urbaine du site de Saint-Romain, j'ai été amenée à reconsidérer la question du franchissement du fleuve. En 2006, dans le cadre d'un colloque consacré à la rue dans l'Antiquité, qui s'intitulait Le sens... j'ai communiqué, hein, le titre de ma communication, c'était Le sens du lieu, la rue du Portique, mémoire d'un lien entre deux rives. J'ai émis l'hypothèse de l'existence d'un point de franchissement dans l'axe des pilotis qui ont été découverts par Albert Vassy, conservateur du musée de Vienne, et Johannes Russ au printemps 1938, en rive droite, près de la berge du fleuve, et redécouvert par Gabriel Chapota, donc archéologue, en 1974, puis en 1976. En rive gauche, ce franchissement débouchait intramuros sur un carrefour de voies incontournables qui permettait de gagner aisément le cœur ancien, politique et religieux de la ville, au moyen d'un pont qui franchissait la rivière Lagère. L'observation de la trame viaire de la ville, restituée à partir des découvertes archéologiques, a révélé la prééminence de grands axes de circulation nord-sud et par ailleurs la présence de rues formant des fourches qui, depuis la campagne, menaient aux nœuds urbains principaux, finalement au fleuve. Donc ces fourches qu'on voit ici m'ont incité à envisager l'existence d'un second franchissement extramuros, cette fois, ici, donc au nord des Grands Auréats, un vaste entrepôt antique en rive gauche, et dans le sillage des vestiges assimilés au terme du sud en rive droite, le fameux pont aqueduc d'Étienne Rey et les fouilles des petits jardins qui sont désormais en lien avec ce franchissement que j'ai retrouvé finalement. En revanche, aucun indice de réseau en fourche n'est clairement apparu dans le voisinage du pont médiéval, qui ne s'inscrivait donc pas, à mon sens, dans cette logique d'organisation antique. Alors, le corpus que j'ai consacré à l'étude, à l'évolution de l'un des deux axes viaires les plus anciens du site, à savoir la voie 3 ou la rue des Thermes, a joué dans mes recherches un rôle essentiel. J'ai pu en effet compléter les plans d'évolution du quartier et des réseaux du site de Saint-Romain-en-Galles en lien avec les phases de réparation successives du pont romain nord sur le Rhône et avec le ponceau qui franchissait la rue du Portique à l'ouest, c'est-à-dire ici. Pont nord, ponceau ici. Ce corpus est contenu dans la thèse que j'ai soutenue à l'Université de Paris 1 en 2014 et que j'ai finalement intitulée, allez savoir pourquoi, Le franchissement du fleuve à Vienne. Nicolas Bergier a écrit en 1622, donc dans son histoire des grands chemins de l'Empire romain, « Les ponts ne sont autre chose que des chemins faits sur l'eau ». Je suis pleinement d'accord avec cette interprétation et je pense donc être dans le sujet en abordant ici la question du franchissement du fleuve. Par ailleurs, il nous dit, on sait que les rues ne sont pas faites pour passer mais pour unir, et ce sont bien elles qui m'ont lentement mais sûrement mené au pont de Vienna, ville double. Alors l'archéologie du regard et de l'observation se nourrit aujourd'hui de l'apport des techniques nouvelles qui permettent de remettre en lumière les découvertes anciennes et font naître de nouvelles pistes de recherche passionnantes. Ainsi, le travail que j'ai pu mener en collaboration avec les ingénieurs de la Compagnie nationale du Rhône à partir de 2007, dans le cadre de mon travail de thèse,
a été pour moi une magnifique aventure et une révélation, parce que la CNR m'a donné de son temps, et ces ingénieurs ont gratuitement mis à ma disposition les relevés bathymétriques recueillis au fond du Rhône, à la hauteur de Vienne, à l'issue de la campagne 2006. Nous avons conçu ensemble des vues 3D inédites et novatrices de l'ensemble des ponts de Vienne. Vous imaginez le contraste avec le plan géométral d'Étienne Rey et cette vue en couleur qui nous montre le fond de ce fleuve qui est une artère de vie en réalité. Voilà. Ça, c'est, dans la vie d'un chercheur, tout ça, c'est magique en fait. Et ces images-là, elles font revivre toute l'histoire des ponts de Vienne en réalité. Pas que les ponts antiques et tardifs, mais toute l'histoire des ponts de Vienne. Donc ce que je désirais avant tout, c'était vérifier l'existence du pont romain nord, signalé au 19e par Étienne Rey. Une partie des pieux issus de ce franchissement du fleuve a en effet été aperçue à plusieurs reprises en rive droite, à l'occasion d'étiages bas, à la hauteur de l'ancienne rue de la Chantrerie. Je voulais tenter de mettre ce pont en connexion avec les vestiges archéologiques mis au jour sur le site de Saint-Romain-en-Galles. J'ai peu à peu collecté, mis et rassemblé les indices bout à bout, et ce sont ces indices que je vous livre aujourd'hui. Dans les années 1930, le projet de construction d'un nouveau pont sur le Rhône destiné à décharger la passerelle 19e d'une partie de la circulation routière est adopté. En 1934, après étude, c'est en amont du cône de déjection de la Gère, au nord du pont de la Demi-Lune, donc c'est-à-dire ici, qu'on décide de placer ce pont. Donc, il sera placé dans le prolongement de la voie de berge nord de la rivière la Gère, qui constitue alors en rive gauche l'un des axes routiers majeurs de Vienne, et en rive droite dans l'axe de la rue de la Chantrerie, anciennement nommée rue Tourne. Il s'agit du fameux chemin de la Plaine qui figurait sur l'aquarelle de Martelange et sur la petite vignette d'Étienne Rey, souvenez-vous, en 1831. L'enjeu économique est important. Ce projet va enfin permettre de désenclaver le secteur nord de la rive droite. Alors en mars 1938, durant les travaux préparatoires, un étiage exceptionnel du Rhône permet de découvrir en rive droite, à la hauteur de la rue de la Chantrerie, le torse d'une Vénus en marbre enfouie sous les graviers, à 8 ou 10 mètres de la berge à peine. Dans le même secteur, un fragment de bas-relief du dieu Hélios en marbre, des dés de calcaire, plusieurs fragments de colonnes de marbre, associés à une centaine de pieux en chêne issus d'un pont de bois ou d'un aménagement de berge, sont aussi extraits du fleuve. L'homme en noir qu'on aperçoit de dos est Albert Vassil, conservateur des musées de Vienne, qui surveille attentivement le transport des objets découverts. Alors voici une vue des pilotis, mais contre toute attente, c'est la statue qui est retenue par les pieux de l'ouvrage d'art, pourtant tout aussi rare, qui focalise l'attention de tous, on comprend pourquoi. Il s'agit là d'une sculpture de belle qualité qui rappelle la fameuse Vénus accroupie qu'on voit ici, qui a été découverte dans les thermes du Palais du Miroir et qui fut cédée au Louvre par sa propriétaire, Madame Michou, dans le dernier tiers du 19e. Les Viennois, il faut savoir, ne se sont jamais remis de la perte de cette Vénus. Donc vous comprenez pourquoi, au moment de la découverte de l'autre Vénus, tous les regards se portent sur la statue et non pas sur les pieux. J'ai vraiment pas de chance parce qu'à chaque fois, c'est autre chose qu'on regarde. J'ai décidé que c'était les ponts, moi, que je voulais voir. Voilà. Vassil a donc très vite déposé cette œuvre au musée de Vienne, en rive gauche, afin de faire oublier la vente de la Vénus accroupie. Les pieux, quant à eux, ont été laissés dans le lit du Rhône. L'hypothèse d'un pont ou d'un avant-port a été à cette époque brièvement émise dans un court article issu d'une revue locale, Les Pages viennoises. Le chantier de construction du pont neuf a ensuite épargné les vestiges immergés. Alors voici une vue de détail inédite de ces pilotis, prises de leur découverte en 1938. Le site de Saint-Romain-en-Galles, enfoui sous les vergers et les vignes, était alors inconnu. Il était donc difficile d'imaginer l'existence d'un pont antique urbain dans un secteur rural, dénué de vestiges en lien direct avec l'ouvrage d'art. Les érudits ont donc en majorité émis l'hypothèse d'un aménagement de berge ponctuel qui permettait de gagner les termes publics des lutteurs, seul vestige antique d'ampleur conservé en rive droite, en élévation. Et rattacher évidemment forcément les termes du Palais du Miroir à la Vénus accroupie. On voit par ailleurs sur le cliché ici que les pieux disparaissent au tiers du lit du Rhône, ce qui semble conforter l'hypothèse d'un simple aménagement de berge. Et pourtant, Gabriel Chapota, qui est un jeune professeur de géographie au lycée Ponsard de Vienne, on en parlait tout à l'heure, qui était membre de la Société des Amis de Vienne et féru d'archéologie, a assisté en 1938 à cette découverte des pilotis.
Il est revenu quelque temps après sur les lieux de la découverte. Il en a fait extraire du secteur 6 sabots de fer et un longeon de près de 10 mètres de long qui furent transportés au musée de Vienne. Dès lors, l'hypothèse d'un gué proto-historique d'un franchissement à la hauteur de la rue de la Chantrerie ne l'a plus jamais quitté. En 1974, les guerrières du Garon occupent la berge de Saint-Romain-en-Galles, juste au nord des Pieux. Une drague extrait du gravier pour dégager le lit du fleuve. Les travaux sont liés cette fois à l'aménagement général du cours du Rhône. Les pilotis ressurgissent pêle-mêle. Ils sont extraits du fond du fleuve. De nombreuses pièces de bois, on le voit ici, de métal, sont amenées par chaland, puis déchargées sur le bas-port de la rive droite. Malheureusement, des ferrailleurs emportent la plus grande partie des sabots, les pilotis et des objets. Tout ça est revendu et disparaît. Gabriel Chapota est prévenu trop tard, il ne peut relever les pieux in situ, il ne récupère qu'une partie des éléments qui sont ensuite stockés sur le site archéologique de Saint-Romain-en-Galles. Chaque pièce de bois, il y en avait 356 au total, dont 112 pilotis, sont malgré tout dessinés et représentés. Alors, Gabriel Chapota publie cette découverte et vous voyez qu'en 1974, il replace le lieu de découverte des pieux, l'extension. On voit que c'est quand même plus qu'un aménagement de berge, hein, ça gagne près du tiers du fleuve. Et pour la première fois, il met en relation cette découverte avec les vestiges du site de Saint-Romain-en-Galles, puisqu'il a été découvert en 1968. Et il dit en conclusion de son article que le site de Saint-Romain apportera sûrement toute une moisson d'informations qui pourront venir corroborer l'existence d'un franchissement à la hauteur de Saint-Romain-en-Galles. Et il avait raison, le site de Saint-Romain a livré une moisson d'indices très très impressionnants qui m'ont permis de relier les ponts, le pont Nord en tout cas, avec le site sur lequel je travaille. En 1976, l'aménagement du Rhône avec la construction du barrage de Reventin-Vaugry en aval de Vienne est en voie d'achèvement. Un étiage important, encore une fois, laisse à nouveau émerger des pilotis en chaîne au ras de la berge. Chapota, aidé de 4 plongeurs, intervient une dernière fois. Il a cette fois le temps de faire relever la position d'une 60aine de pieux. Les eaux remontent très vite et les pilotis restent encore au fond du fleuve. 46 autres pieux sont simplement signalés au sein d'une zone située un peu plus en amont. Ce plan, redécouvert il y a quelques années seulement, a fourni des dimensions, des repères topographiques qui m'ont permis de cibler la localisation des découvertes de 1974. Alors, la raison de l'absence de pieux au centre du fleuve trouve son explication dans cette plaque photo. Au milieu du 19e, souvenez-vous du bateau vapeur tout à l'heure sur la gravure Lalito d'Étienne Ray. Au milieu du 19e siècle, un chenal navigable a en effet été creusé au fond du fleuve afin de canaliser la navigation en plein essor des bateaux vapeur. On voit sur cette photographie du tout début du XXe siècle, en rive droite, un bateau vapeur précisément, et des barges qui empruntent ce fameux chenal. À la hauteur de la rue Tourne et de l'emplacement des pilotis, le Rhône, plus étroit, forme une boucle marquée où le courant se révèle très fort. À cet endroit, le tracé et la profondeur du chenal ont donc fait l'objet d'une attention toute particulière et les travaux ont alors vraisemblablement détruit une grande partie des pieux du secteur. Les érudits du début du XXe siècle avaient selon toute vraisemblance oublié l'existence de ce chenal. Il était donc difficile pour eux de restituer ici l'emplacement d'un pont. Alors on voit ici ce cliché qui a été pris en 1976 qui montre une partie des pilots mis au jour à l'issue d'un étiage bas, ici, vous voyez, alors que les eaux sont en train de remonter. Cette photo démontre une fois de plus qu'un certain nombre de pilots, ceux de la zone nord, sont encore présents dans le lit du fleuve. On voit ici en rive gauche l'imposant quai Pajot 18e au point A, souvenez-vous de Schneider, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans l'épaisseur duquel l'emplacement des petits ports médiévaux, vous vous souvenez, le port de l'Écu, des Jacobins et le port des Maules, on le voit ici, sont encore présents dans le quai 18e. On voit aussi les puissants pieux de l'Estacade, l'autopont aussi, qui a été construit dans les années 70, et surtout le pont neuf, le pont de Latte de Tassigny, qui a été construit dans les années dont les travaux ont été entamés avant la guerre, pendant la guerre, qui a été dynamité, puis reconstruit et inauguré dans les années 50. Donc on se rend bien compte ici que la berge a été fortement rognée et reconfigurée en rive gauche. On le voit sur le petit croquis, la coupe que je vous ai mise là. Le quai et les aménagements successifs avancent fortement sur le fleuve. On le voit nettement sur cette coupe des années 80. La rive droite, elle, moins remaniée, a conservé plus longtemps son profil originel. Dans les années 70, donc, la majorité des chercheurs, devant cet empilement d'aménagements de berges, n'ont pas pu
ou peut-être n'ont pas voulu voir à la hauteur de ces pilotis un pont antique reliant les deux rives et ont préféré l'hypothèse d'un aménagement de berge. Pourtant, c'est bien plus qu'un aménagement de berge. Vous voyez les pieux tels qu'ils se présentent, 40 cm de diamètre, il y en a qui faisaient près de 6 mètres de haut, c'est considérable. Plus de 135 pièces, non, 356 pièces de métal, et c'est énorme, c'est plus que ça. Donc de 350 pilotis, dont certains étaient encore pourvus de leurs sabots, ont été extraits du Rhône en 1974, déposés à Saint-Romain, sur le site même, à l'emplacement de notre musée actuel, sur les terrains, alors qui était à l'état de vigne et de jardin. Ils n'ont pu être conservés, faute de place. Des prélèvements ont toutefois été effectués afin de mener des analyses dendrochronologiques dans les années 80 grâce à M. Chapotat. Les résultats des analyses ont permis de mettre en évidence 7 phases d'abattage. Toutes ont confirmé que l'installation des pieux en chêne et leur utilisation se situaient exclusivement à l'époque romaine. Donc la première phase vers 35 après Jésus-Christ et la dernière vers le 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on a fait un dosage par C14 et on sait que donc, ce pont pouvait potentiellement encore être en service à cette époque. Souvenez-vous d'Adon. Donc seuls 4 pilotis subsistent encore aujourd'hui à Saint-Romain. 4 pieux. Les autres ont été brûlés. C'est difficile de défendre un pont avec 4 pieux, vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne me laisse pas abattre, je continue. Et donc ils sont présentés dans la salle d'exposition permanente du musée de Saint-Romain. 45 sabots de pilotis à 2 ou 4 ailerons sont encore conservés dans nos réserves. Et certains d'entre eux possédaient encore à leur base interne des fragments de bois qui, à notre demande, en 2010, ont pu faire l'objet d'une étude dendrochronologique. Les analyses ont permis d'attribuer tous ces individus à l'époque antique, sauf l'un d'eux daté du XVIIe. Il existe encore donc très probablement des pieux en place au fond du fleuve qui pourraient permettre de préciser la datation du pont Nord. Alors j'en arrive à ces fameuses coupes et ces profils bathymétriques. Ça, c'est là où c'est magique parce que je vous ai tout raconté depuis tout à l'heure. On a passé les textes, les tableaux, les gravures, les lithographies. Et là, on a les images. Alors vous allez me dire, j'aurais pu soutenir ma thèse juste avec les images qui sont là. Mais s'il n'y avait pas tout ce travail de mémoire, je pense que ça perdrait de sa saveur. Et puis c'est ça le travail de l'archéologue et le travail de reprise de l'historiographie. C'est quand les images peuvent se superposer à tout le travail de ces érudits qui se transmettent les uns aux autres, toute cette mémoire. Voilà. C'est magnifique. Et donc ici, je vous présente une vue 3D donc, du fameux pont romain. Alors maintenant, vous remettez tout s'imbrique. Vous avez le pont romain nord qui était placé par Étienne Rey et il y avait des petits vestiges de part et d'autre. Donc ces vestiges qui sont présentés là correspondent probablement à la tour de l'ensemble monumental antique que nous avons fouillé. Et ici, vous avez donc, maintenant que vous savez tout, vous avez donc les épis Girardon qui ont été élaborés au 19e et surtout le chenal navigable dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour que je puisse défendre un pont à cet emplacement, il fallait que je trouve une pile au milieu du pont, parce que sinon on m'aurait dit c'est un aménagement de berge. Et il y a un miracle là, c'est que pile poil en limite du chenal navigable, qu'est-ce qu'on voit? Les traces de pieux qui sont vraisemblablement en place au fond du lit du fleuve. C'est magique. Donc ces pieux qui ont aujourd'hui disparu. Et je vous conseille fortement d'aller au musée de Châlons parce que on a fouillé quelques années après qu'on ait brûlé les pieux de Saint-Romain. Je crois que c'est dans les années 80, voilà, entre 94 et 98. Il y a eu une autre fouille à Châlons d'un pont de bois qui ressemble alors pile poil au mien. Enfin, je vais dire le mien parce que je suis très attachée. Et vous voyez que les pieux sont à peu près de la même dimension. Les sabots sont similaires. On en voit ici. Il y en a un qui est présenté. Sabots à 4 ailerons. Des pièces de bois. J'ai retrouvé il y a des clous de 40 cm. Tout est très très proche. Et je me dis que c'est dommage parce que si la fouille avait été menée un peu plus tôt, peut-être que nos pieux seraient encore en vie, enfin seraient encore parmi nous. Voilà. Pour moi, ils sont vivants. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est comme ça, ça fait partie de l'histoire.
Alors, comme je travaille avec CNR depuis 2006, ils sont adorables avec moi. Ils ont donc ce fameux magnifique bateau sonar qui s'appelle le Frédéric Mistral. Voilà, on en a parlé. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment magique parce que on monte sur le bateau. La première fois où j'ai demandé à CNR d'aller voir, parce que le premier passage, c'était en 2006, et je leur ai montré le plan de raie et je leur ai dit « Allez voir, s'il vous plaît, à l'emplacement des 3 ponts qu'il a placés, s'il n'y a pas quelque chose. » Et ils m'ont téléphoné quelques semaines après, ils m'ont dit « Viens voir, ils sont là. » Et donc je suis montée sur le bateau. Et c'est génial parce qu'il y a des ordinateurs et en instant T, on voit ce qui se passe au fond. Et là, ça prend vie. Et là, c'est magique. Et ça n'arrive qu'une fois dans une vie de chercheur, ce genre de choses. Et les hypothèses ont pris corps. Et je salue Étienne Ray, il avait vu. Il avait vu les choses, il nous a laissé des traces, des indices. Et c'est là, sous nos yeux. Et donc, à chaque fois qu'ils font un nouveau passage, parce que le bateau, pour descendre et remonter, parce qu'il va de Lyon à Marseille, et il remonte, parce que le but, l'intérêt de ce bateau, c'est pas de faire de l'archéologie, normalement, c'est d'entretenir le fleuve. Donc, je les salue. La CNR, c'est vraiment des gens exceptionnels, parce qu'ils entretiennent le fleuve pour nous. Et c'est très important, l'eau, parce que l'hydraulique, ça me touche de près. Donc, l'eau, c'est vital. Et il faut entretenir ce fleuve. Et donc, maintenant, à chaque fois qu'ils passent à Vienne, ils savent qu'il y a ces ponts au fond. Et ils font aussi attention au patrimoine. Et ça me touche énormément. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un passage, tous les 5 ans, ils me téléphonent et ils me disent « Viens voir, on refait un nouveau passage ». Et comme les sédiments au fond du fleuve, c'est du limon, ça bouge tout le temps, il m'arrive de voir des choses différentes tous les 5 ans. C'est ce qui s'est passé. Parce que là, on est en 2014. Les limons ont bougé. Ici, vous avez les traces du pont de Lattre de Tassigny. Alors, c'est génial parce qu'on a toute l'histoire des ponts. Donc, on sait que le pont de Lattre de Tassigny il a été dynamité à l'extrême fin de la Deuxième Guerre, en septembre 1944. Il a fallu le reconstruire. Et là, sous vos yeux, vous avez les traces du premier pont. Et au fond du fleuve, il y a les câbles, il y a tout. Il a fallu reconstruire. On a toutes ces traces visibles au fond du fleuve. Et là, sur le passage qui a été fait, c'est un autre levé bathymétrique. Vous voyez qu'ici, là, on voit des pieux. Voilà. Et c'est ce qui correspond à ce secteur-là. Voilà. Saint-Romain est ici. Je vais vous montrer le pont médiéval. Vous voyez bien qu'il a 4 piles. J'ai pas rêvé. Donc le fameux pont de Trajan, qui n'est pas le pont de Trajan, on est d'accord, j'ai essayé de vous le démontrer, c'est une erreur d'interprétation. Alors pont de Trajan, pont antique, pour moi c'est un pont plutôt tardif ou médiéval. On verra en conclusion. Mais vous voyez qu'on voit très nettement les 4 piles du pont ici. Le chenal navigable, là ce qui est là, c'est magique aussi, c'est un cadeau. C'est ce qu'on appelle le cône de déjection de la rivière Lagère. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que, je ne sais pas comment vous dire ça, ce qui me touche énormément, c'est d'avoir repris tous ces textes. Et on dit au fil des mentions du pont médiéval que le pont a été endommagé tout le temps, qu'il avait été mal construit, parce qu'il fallait refaire constamment les piles qui étaient situées du côté de la rive droite. Vous avez vu le plan de la map tout à l'heure avec l'arche qui était et le parapet temporaire. Il était bien construit, ce pont, c'est pas le problème. La question, c'est la Gère. C'est-à-dire que c'est une rivière qui était très souvent en crue, elle avait des courants très forts, et à chaque fois qu'il y avait une crue, ça allait taper dans les piles de la rive droite. Et du coup, ce pauvre pont, à chaque fois, il fallait le réparer. Et moi, j'ai ça sous les yeux, et je me dis, mais c'est magique, je peux expliquer ce qui, par le passé, était une énigme, ou une surinterprétation. On amenait ça à une mauvaise construction de ce pont médiéval. Alors, c'est pas ça du tout. Ici, vous avez la passerelle aussi, 19e, qui apparaît. Et puis surtout, alors voilà, là il y a une vue aussi où on voit, c'est une vue 3D, vous voyez bien les 4 piles. Et puis sous la passerelle, on voit c'est les câbles, parce que la passerelle aussi, elle s'est effondrée plusieurs fois. En 1840, il y a eu une tempête, le tablier s'est effondré. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On a les traces de cet effondrement, là, vous voyez, ici. Et alors ce qui est génial, c'est que dessous, vous voyez, ce qui est en antérieur, il y a un aménagement de berge en rive droite avec des pilotis. Et ça j'aimerais bien savoir ce que c'est, parce que c'est antérieur, mais on ne l'a pas daté encore. Donc il doit y avoir des prospections cette année. C'est ça que je voulais vous dire.
à l'emplacement, si tout se passe bien, à l'emplacement du pont médiéval. Et puis ici aussi, pour essayer de voir, de dater par des prélèvements, parce que vous avez vu que les pieux en chêne, on peut les dater grâce à la dendrochronologie. Donc c'est pour ça que je suis si accro à ces pilotis, c'est parce que les 3 ponts en ont dans leur fondation et que ça permet de dater la date d'apparition de chaque franchissement. Voilà. Et puis je vous montre le gros scoop. Alors, la surprise, le fameux, vous vous souvenez du tableau d'Étienne Ray, et je vous ai dit que c'est le seul document où j'ai vu concrètement les piles du pont. Au début, on ne croyait pas. Quand je suis allée en 2006 à mon colloque et que j'ai dit je pense qu'il y a 3 ponts, on m'a dit non, il n'y en a qu'un et c'est le pont médiéval parce qu'il est antique. Comme ça. Eh ben non, parce qu'il est là. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, vous les voyez sur la vue 3D ici. Je vous ai mis une autre belle vue là, on les voit très nettement. Il y a même des blocs qui sont là qui montrent que ça s'est effondré. Donc au fond du fleuve, on peut retrouver les traces de ce pont. Celui-là, c'est un pont magique parce qu'il a 7 piles, c'est un pont maçonné. Je sais qu'il était en calcaire, des gros blocs monolithes. Et on l'avait complètement oublié. Je n'ai rien trouvé quasiment sur lui. Et merci CNR, quoi. Parce que sans ces images, voilà, je suis encore en train de douter. Mais nous, on doute tout le temps. Mais bon, ça aide un peu quand on a des réponses comme voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être conclure avec cette image-là, parce que est-ce que j'ai encore un peu de temps ou est-ce que vous craquez? Vous me dites si vous craquez. Alors, je vais finir avec celle-ci. Ce que je voulais vous dire, c'est que grâce aux travaux menés par CNR, 3 ponts potentiellement antiques ont pu être clairement positionnés à Vienne. C'est important, très important, parce que le pont romain nord, qui est ici, relié stratigraphiquement à l'évolution du quartier de Saint-Romain, a été placé en amont de la Gère, donc à l'abri de son courant, on vient de le voir, c'est important, et de ses crues, très bien construit, donc très bien placé le pont nord, dans un secteur où le cours du Rhône se révèle le plus étroit. C'est à mon sens le plus ancien, puisque la première phase d'abattage, 35 après Jésus-Christ. Attesté à partir du début du 1er, après Jésus-Christ, semble avoir fonctionné jusqu'au 4e, 5e siècle. C'est ce que suggère la datation de l'un des pilotis recueillis. Le développement de l'ère funéraire, on a fouillé une aire funéraire avec Jean-Luc qui est là, implanté sur les termes des lutteurs au 4e, un siècle après Jésus-Christ, ainsi que la présence de l'important mausolée sont associés à la permanence du franchissement préexistant. Sur la carte générale de Vienne antique au IIe siècle, le pont débouche intramuros par rapport au tracé de l'enceinte. C'est très important, ça veut dire qu'il est construit à l'intérieur de l'enceinte sacrée de la ville et qui était considéré comme étant augustéenne. Il est également situé en amont du fleuve de la Gère, défense naturelle de la ville originelle. Dans cette configuration, il convient d'essayer de préciser les contextes topo et chronologiques. Vers 40 avant Jésus-Christ, la voie de Narbolaise qui reliait Lugdunum à Vienna, empruntait la rive droite du Rhône. L'entrée dans le site de Vienne s'effectuait donc depuis le nord-ouest de la voie. Et la voie 1, future rue du Portique, pouvait constituer alors l'arrivée de cette route aux portes de la ville. Et ça, c'est très très important pour le site de Saint-Romain, parce que ça en fait une tête de pont. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis donc le deuxième pont qui est ici, et à la différence du pont nord qui donne accès au cœur de la ville, le pont sud permet de l'éviter. Sa création correspond et répond assurément au développement des auréats des quartiers sud et l'importance de circulation routière qu'il générait, comme en témoigne la largeur de la rue d'accès au pont découverte dans le jardin public de Vienne. Vous imaginez, elle a été découverte au 19e, on disait que c'était la voie de Vienne, elle était flottante, et en réalité maintenant je sais que c'est la voie, la rue qui menait au pont sud. C'est génial, Enfin, moi je trouve ça vraiment génial. Enfin bon, je suis bon public, mais voilà. Et le troisième, alors le troisième pont, le fameux pont considéré comme étant le pont antique, pour moi, il est plutôt tardif ou médiéval. Pourquoi? Parce que vous avez vu, le pont nord, le pont sud, ça équilibre la ville antique, parce qu'elle est très très étendue. Or, le troisième pont, le pont central, il a été interprété jusqu'à peu comme étant donc l'unique pont antique de Vienna, sans qu'aucune fouille archéologique sur l'une ou l'autre rive n'ait permis de préciser sa datation. Et je pense que cette hypothèse doit être nuancée.
En effet, la première mention écrite relative au pont de la Tour de Valois remonte à 1239. Elle fait état de sa réparation, mais ne fournit aucune précision sur sa date de construction. Le seul pieu issu de ce pont qui ait fait l'objet d'une datation remonte au IXe siècle, au moment où Adon, souvenez-vous d'Adon, archevêque de Vienne, mentionne pour la première fois l'existence d'un pont antique qu'il fait remonter au IIe siècle avant Jésus-Christ. Peut-être qu'il a vu ce fameux pont médiéval. Nous savons maintenant qu'il existe au moins 2 ponts antiques. Alors, à quel pont Adon se référait-il alors que le pont central était soit en construction, soit éventuellement en réfection ? Contrairement aux autres points de franchissement, le pont central, après son effondrement en 1651, est resté très longtemps visible, on l'a vu, dans le Rhône, jusqu'au XIXe. Ce pont en pierre était donc le pont du Prestige. Dans la mémoire collective, c'était le pont antique. Il avait traversé toute l'histoire de Vienne. Il a pourtant davantage, à mon sens, une logique donc d'existence tardive. Je vous le montre là. Ah, pardon. Je reviens en arrière. Voilà, ici, vous voyez qu'il est en réalité ce pont centré sur l'enceinte réduite de Vienne, donc sur la ville médiévale. Il n'est pas aligné avec le forum antique et son insertion dans le réseau viaire romain est loin d'être assurée. En revanche, il paraît plus en phase donc avec une implantation au cours du Haut Moyen-Âge, comme le suggère la présence dans son voisinage de la 3e basilique de Saint-Féréol, édifiée en rive droite au début du 8e siècle. Voilà. Alors j'ai par hasard découvert, parce que je suis allée au musée de Saint-Germain-en-Laye pour une autre chose, j'étudie les tuyaux en plomb pour mes réseaux hydrauliques antiques, et je suis très curieuse, alors j'ai voulu consulter l'inventaire 19e du musée de Saint-Germain-en-Laye au cas où il y aurait quelque chose qui pourrait provenir de Vienne, on ne sait pas. Et qu'est-ce que je tombe sur l'existence d'un pieu donné par les ponts et chaussées au musée de Saint-Germain-en-Laye en 1874. Et à cette époque, il y avait la mention pieu issu du pont romain de Vienne, donné par les ponts et chaussées au musée de Saint-Germain-en-Laye. Et à cette époque, il pouvait s'agir que du pont médiéval, puisque pour eux, il n'y en avait pas d'autre. Et ce pont a fait l'objet d'une datation dendrochronologique. Mais avant, je ne sais pas. Donc voilà, je m'en arrête là, mais mon travail aujourd'hui, parce que tout ce travail, en fait, il n'est pas fini, parce que la question que je me pose, moi, ça m'énerve, parce que je n'ai pas encore la réponse, c'est quel pont fonctionne avec quel autre, combien de temps? Est-ce qu'il y en a un qui est détruit? Est-ce qu'il y en a un qui remplace l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est une question qui reste en suspens. J'espère qu'on va trouver la solution. Il faut plonger au fond du Rhône pour trouver cette solution-là. Voilà. Je vous remercie.